En cette période un peu particulière liée au confinement, il est temps d'élargir ses horizons et de découvrir un nouvel épisode de Quart de siècle. Aujourd'hui, il s'agit de Simon Nogueira, 26 ans et plus connu sur les réseaux pour ses incroyables images d'arabesques vertigineuses sur les toits de Paris. Quand on le regarde, tout paraît si simple, si fluide. Difficile alors de se définir quand on est à la fois freerunner, acrobate, grimpeur, cascadeur et bien plus encore. C'est parti, il se livre à nous. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Je me focalise plus sur l'idée de faire des choses que de définir qui je suis ou ce que je fais. Les gens le font très bien à ma place. Et c'est pas grave si les gens disent des choses de moi ou me voient d'une certaine façon que moi je ne me vois pas, c'est pas grave. Donc toi tu te considères pas comme sportif? Non. Pas spécialement parce que je suis un grand flemmard, j'ai pas envie de faire d'efforts. Mon corps il a pas envie de faire d'efforts, il a pas envie de prendre d'impact. Donc ce que je fais c'est que je coule sur le décor. Moi j'ai pas l'impression de faire du sport. C'est pas du sport que de s'occuper de la gestuelle de son corps. C'est vivre avec son corps. Moi je pense que je vis avec mon corps mais je fais pas de sport. Parce que justement, pour arriver à faire toutes ces gestuelles, à maîtriser ton corps comme tu le fais, il a fallu, tu dis c'est peut-être pas du sport, mais il a fallu que tu t'entraînes. Donc ça passe par un entraînement, alors ça peut être sur les blocs, en salle d'escalade, je sais pas comment toi tu vois en tout cas cet entraînement, mais il a fallu qu'il y en ait un. Il a fallu qu'il y en ait un. À une certaine époque, c'était sportif ce que je faisais. Mais aujourd'hui, pas. C'est vrai que j'ai mal formulé ma réponse, mais c'est plus les choses changent, l'interprétation de ce que je fais moi-même, ma pratique change au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que j'ai commencé cette pratique comme étant un sport, et j'ai développé des compétences par rapport à l'entraînement. Donc j'ai beaucoup passé de temps en entraînement, et j'ai donc progressé beaucoup. Et aujourd'hui, je progresse encore, mais dans une toute autre dynamique, puisque j'ai beaucoup de... Enfin, le mouvement, on le réinvente pas tous les jours. Il y a des bases, il y a des... Et je pense que j'ai tellement bien acquis les bases que réapprendre des nouvelles choses aujourd'hui, j'ai plus besoin de passer par autant d'étapes ou autant de temps de compréhension que ce que j'ai pu passer à l'époque. Ce qui est important, c'est la volonté, et la volonté de faire quelque chose avec son corps, et le fait de répéter les choses qu'on fait, quoi qu'il en soit, ça progresse. Même le corps se forge en fonction des attentes qu'on lui demande. Tout Et ça t'est arrivé déjà, enfin on va revenir sur comment t'es arrivé à tout ça, mais ça t'est déjà arrivé de... Parce que là on a l'impression que tu parles quand même avec une certaine sagesse par rapport à ta vision de ton corps. Est-ce qu'il a toujours été aussi... t'as toujours été aussi confiant en lui, en ses capacités? Ah non. Oui, j'ai déjà trop poussé, c'est comme ça que je connais bien mes limites, mais il a fallu que je pousse fort dans plein de domaines différents, que ce soit l'endurance, que ce soit pour que je me rende compte où sont les limites de mon corps et où elles étaient, mais comme ça évolue sans cesse. T'as un exemple en tête? Ouais, je me suis fracturé pas mal d'os, et la fracture pour moi c'est... Après bien sûr ça dépend de la circonstance dans laquelle elle arrive, mais c'est en grande partie une limite. Enfin, c'est que on a été au-delà de ce que l'os est en mesure de supporter. Donc, dans ce constat, l'idée c'est simplement de ne pas dépasser ses limites, mais l'entraînement exige forcément de les côtoyer. Donc l'idée c'est d'essayer de s'entraîner dans une conscience de ses propres limites. Donc forcément, si tu parles de sagesse, c'est peut-être juste le recul vis-à-vis de la volonté de rester en vie. Moi, mon objectif c'est pas de mourir, donc du coup j'essaye simplement de vivre tel que j'aime vivre, c'est-à-dire en exploitant les compétences du corps, tout en essayant de rester en vie le plus longtemps possible, parce que c'est un kiff. L'idée d'essayer de prouver aux gens, surtout quand on est jeune. Aujourd'hui, je le vis plus du tout comme ça, mais c'est vrai que j'ai vécu comme ça avec mes parents, beaucoup la restriction par rapport à mes ambitions. Forcément, ils me donnaient un cadre parce qu'eux, ils étaient très inquiets. C'est ce qui est normal dans mon sens. C'est tout à fait normal. L'école aussi a été restrictive, puisqu'elle me prenait beaucoup de temps de mon emploi du temps et m'empêchait évidemment de faire quelque chose que j'aimais. Et la croyance qu'il faut aller jusqu'au bac et qu'il faut obtenir un diplôme pour réussir sa vie, ça a été c'est quelque chose que je ne dirai jamais à personne. Même si j'ai des enfants un jour,
je leur dirais pas que c'est une exigence d'avoir un papier à l'issue de ses études pour réussir sa vie ou pour C'était compliqué pour toi à l'école? avoir du travail. C'est pas compliqué, j'ai juste été contraint de le faire sous prétexte on me faisait croire que c'était le seul moyen d'obtenir ce qu'on veut dans un avenir professionnel. Et ben moi j'ai jamais utilisé mon diplôme pour obtenir n'importe quel travail que j'ai pu faire depuis que j'ai arrêté les études. Parce que donc t'as commencé à partir du lycée, si jamais je comprends bien, vu que tu parles de... J'ai même commencé au collège, la Ouais. pratique. J'ai même, je sautais même. Enfin, ma mère était convoquée à la maternelle parce que je longeais les façades de la maternelle. Ah oui, ça Au commence lieu tôt de, là quand même. ouais, au lieu de jouer dans les ustensiles mis à disposition dans la cour pour les jeunes. Mais en même temps, c'est de la faute de mon père qui était très fan d'escalade et dès que je suis né, je l'accompagnais beaucoup grimper partout. Mon père à Fontainebleau sur les rochers, en falaise dans les gorges du Verdon ou dans les différents trucs où on pouvait aller. Donc il était très fan de ça et moi depuis tout petit j'ai l'impression que ça fait partie des compétences du corps que de pas se déplacer que sur le sol et d'essayer de monter un peu. Ça c'est ma conception du monde depuis le plus petit jeune âge. Tu peux essayer. Donc, et au fur et à mesure que j'ai grandi, que Internet, que les vidéos sortaient sur Internet, j'ai découvert une pratique avec un nom, le parcours, le freerun, l'art du déplacement, une mouvance, une communauté. Parce que ça a vraiment commencé à notre génération, j'ai l'impression. Mais ça a été médiatisé beaucoup cette pratique au travers des jeunes qui s'appelaient Yamakasi. Bah, le film de Luc Luc Besson. Tout oui. à fait, qui est sorti en 2000. Et la pratique, elle, est née en France, en plus, dans les quartiers de Évry. Elle est née là. Dont tu viens ou pas du tout? Pas du tout, mais je suis pas très loin puisque je suis aussi du 91. Mais la pratique est née par ici dans les années 90 et donc en 10 ans de développement, elle a connu un film, plusieurs films. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est exploité beaucoup dans la publicité, beaucoup de marques s'approprient cette image, de trucs un peu étonnants. Et beaucoup de films incorporent maintenant non seulement des cascadeurs, mais aussi des freerunners ou des mecs qui font du parcours, qui sont des pratiques aussi tout à fait différentes de la cascade. Et donc pour revenir à ce fameux jeune Simon adolescent, qui, j'ai l'impression, n'avait pas forcément envie qu'on l'empêche de faire sa pratique, peut-être même d'aller à l'école, tout simplement. T'as ton bac, et après? C'est quoi en fait ton envie, et en même temps, ce qu'on t'oblige peut-être à faire? Ouais, bah j'ai mon bac et là je demande à mes parents de me laisser, de me faire confiance pendant un an, que j'allais essayer de faire quelque chose. Et ils m'ont demandé ce que je trouve très légitime, de leur prouver que je travaille en leur donnant un loyer en restant chez eux. Donc je suis pas resté chez eux. Du coup je suis parti. Là je suis resté chez eux quelques temps, mais j'acceptais toutes les propositions de l'ordre de ce que je voulais faire et même si c'était pas forcément, je cherchais pas à être rémunéré, je cherchais juste à vivre au travers de ce qui me faisait vibrer. Et donc je partais sur les routes. J'ai été vivre quelques semaines en Italie, dans différents pays d'Union européenne où des salles se montaient. J'ai commencé à travailler avec des cirques donc finalement je rentrais plus chez moi. Donc mes parents avaient la preuve que je travaillais d'une certaine façon. Mais T'avais 18 ans. ouais, j'avais même 19 ans quand j'ai fini mon bac, quand j'ai eu mon bac. Et du coup, à ce moment-là, ça, comme je le disais tout à l'heure, c'était pas mon diplôme qui m'a donné du travail, mais c'est les rencontres que j'ai faites. C'est la confiance totale en l'avenir, en ce qui se passe maintenant, en essayant de limiter à fond les inquiétudes. T'aimes explorer, t'aimes vadrouiller, et ça, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde de le faire, Ouais. ou du moins d'arriver à le faire quand on a 18-19 ans. Et toi, t'es parti comme ça Il faut s'imaginer qu'à cet âge-là, même aujourd'hui, je ressens le poids de la crainte de sortir de ma zone de confort. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais obnubilé par ce mouvement, par cet entraînement, par mes objectifs que je voulais atteindre, qu'il n'y avait pas du tout de peur d'extérieur, puisque je savais qu'il fallait forcément que je sois côtoyé à l'extérieur pour ramener des nouvelles choses dans mes compétences. Donc, ouais, j'ai été peut-être anesthésié de... Anesthésié, c'est pas le terme, mais j'étais peut-être... j'ai pas subi en tout cas ce stress de
outbox, quoi, en dehors de la zone de confort. Et donc je partais avec joie, en fait, partout. T'es allé où? J'ai été même jusqu'en Chine, où j'ai été travailler en Chine, là-bas, vraiment travailler avec Red Bull pour aller juger des compétitions, mais ça c'était un petit peu plus tard quand même. Ouais, c'est quand tu t'avais peut-être un peu Ouais. plus de visibilité. C'est clair. Mais sinon, un peu partout, Allemagne, dès qu'on me proposait quelque chose, l'important pour moi, c'était pas de gagner de l'argent. On me proposait de vivre 2 semaines dans un endroit, de réfléchir, parce que c'était au sujet de résidence, de réflexion sur le mouvement, la gestuelle, il y avait des danseurs, des trucs, on réfléchissait. C'était dans des lieux qui naissaient au fur et à mesure du temps, dans les différentes villes, que ce soit des lieux dédiés à la pratique du parcours ou du freerun, ou que ce soit des lieux dédiés à la culture, à la culture ou au sport. J'y allais, je passais du temps, et au moins je vivais. J'étais pas payé pour être là-bas, mais j'étais dans une interaction avec des gens qui pratiquent du mouvement, et j'avais l'impression de vivre de ce que j'aimais. Et au fur et à mesure, c'est vrai que ça m'a apporté de la rémunération, ouais, enfin, une structuration de ma part pour avoir des statuts légitimes. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vis uniquement de ça? Oui. Et donc à 18 ans, quand t'es parti, t'avais déjà sauté sur les toits, vadrouillé? Ça m'arrivait, mais c'était pas non plus une sensibilité extrême, les toits. Moi, ce qui m'importait à cette époque, c'était progresser. Aujourd'hui, les toits, je dis, enfin bon, on en reparlera peut-être, mais c'est vrai, à l'époque, c'était Pas autant. C'était pas du tout les toits, non, c'était juste progresser. Et pour progresser, il faut pas se mettre dans des circonstances de toiture. Bah, c'est ça, moi ce que j'allais te demander, c'est. Je pense que t'as l'air d'être quelqu'un d'assez sérieux pour justement t'entraîner, avant d'arriver à faire le truc qui te fait kiffer, Ouais, mais qu'il faut s'entraîner pour faire. complètement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que t'as le souvenir de peut-être la première fois où tu t'es dit, bon allez, cette fois-ci, je la tente, mais là en version, version sur les toits, un truc une des premières Ah oui, bien fois où sûr. tu t'es jeté en fait, vraiment. En règle générale, quand je me mets à l'épreuve sur les toits, il n'y a pas de surplus de stress ou de trucs comme ça. Si je mets à l'épreuve quelque chose où il n'y a pas de solution, de corde de secours, je suis intimement convaincu que tout se passe bien. Sinon, je me lance pas. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux pas mourir. Mon objectif à moi, c'est justement de profiter de ça, de cette sensation de réellement vivre. Et quand tu entreprends quelque chose, par exemple un saut d'une surface à une autre sur un toit, et qu'il n'y a pas le choix, si tu n'atterris pas de l'autre côté, tu tombes de haut, ben, il y a un vrai rapport à la vie plus qu'à la mort. Tout le monde qui vit par terre me dit que j'aime la mort ou que je joue avec la mort. Mais moi, j'ai plus l'impression de plus tâter la vie à ce moment-là, parce que je suis vraiment conscient du poids de mon existence. Je pourrais pas me permettre de faire ça si j'en étais pas conscient. La peur, elle est indissociable. Elle est là parce que dès qu'il y a une dimension qui met en péril potentiellement ton corps, t'as une raison quelque part dans ta tête qui te dit tu fais attention quand même à ce que tu fais. Et c'est ça la peur. Mais l'idée de ma pratique aujourd'hui, je dirais, c'est de pas rester bloqué avec ces peurs et de travailler consciencieusement et méticuleusement sur ce qui peut nous bloquer dans la vie de l'intérieur. Parce que c'est juste se parasiter. Les peurs, ça parasite beaucoup l'ambition. Et que ce soit pragmatiquement là où tu vas risquer ta vie, ou que ce soit par peur de parler en public, ou les peurs qui n'incluent pas forcément la survie, tu vois. Et du coup, il y a un vrai parallèle, enfin une compréhension énorme de plein de choses. Moi, avant, j'étais très timide, très réservé, j'avais du mal à parler aux gens. Et j'ai découvert au travers de ma pratique des réalités sur mes peurs, enfin mes peurs de ma vie de tous les jours, qui sont très applicables dans mon domaine sportif. Mais dans mon domaine sportif, elles sont sensées. C'est-à-dire que si je tombe, je meurs. C'est concret. Voilà, c'est concret. Toutes mes autres peurs qui n'infligent pas la mort, je peux m'en débarrasser. Et c'est le but. Et celles qui infligent la mort, je peux m'en débarrasser, mais avec un travail très progressif de travail sur ma condition physique. Si j'ai peur de quelque chose, c'est que mon corps doute de ses compétences face à ce dont j'ai peur. Donc du coup, je travaille mes compétences pour essayer de limiter la peur face aux expériences que je peux... C'est scientifique en fait. Mais tout est très logique en fait, ouais. C'est vrai que ça fait très logique quand tu l'expliques. Après quand on est devant, peut-être moins, mais... Bah oui, parce qu'on est paralysé, parce qu'on C'est est de la saboté paralysie. de l'intérieur. Bah, tout ce qui te ralentit te bloque. Tous les trucs, tu te dis non, pas aujourd'hui, demain. Demain, ça n'existe pas. Tout ce qui se passe, c'est aujourd'hui. Après, il faut essayer de vivre avec un maximum de volonté de progresser. Parce qu'on peut toujours tous passer nos journées en se disant on verra demain, mais à un moment, il n'y aura plus de demain du tout.
Même moi, je propose de visualiser aujourd'hui comme étant il n'y a pas de demain, demain n'existe pas. C'est une projection mentale de si tu veux quelque chose, si tu as peur de quelque chose, il faut commencer à travailler aujourd'hui sur ça. Parce que ça existe aujourd'hui et ça existera demain, tu vois. Mais demain. T'as toujours pensé comme Non. ça? Non, non, pas du tout. J'ai beaucoup évolué en fonction de ce que je faisais. Ouais. Des rencontres aussi. Rencontres et pratiques, ouais. Il y a un événement qui t'a marqué dans l'évolution de ta pratique. Ça peut même être un événement qui est en lien en direct avec ton corps, etc. Ou peu importe, tes rencontres. Des éléments, moi, à chaque fois que j'ai pu me blesser, c'est le prétexte à la réflexion, enfin, à la prise de recul sur ce que je fais. Parce que quand t'es blessé, t'es un peu limité, souvent plus casanier, et du coup tu sors pas. Pour moi, les expériences les plus concluantes, c'est les échecs. Même le fait de se blesser. Si je parle vraiment pragmatiquement d'échec dans ma pratique, c'est quand je me blesse. Chaque chose, à partir du moment où tu es dans une optique de progresser, c'est une optique de progression ou d'évolution ou d'apprendre. C'est pour ça, même je pense que n'importe quel déclic arrive parce que l'esprit qui a eu le déclic était dans la mouvance d'apprendre ou de changer son point de vue. On n'a pas un déclic... j'ai pas eu en tout cas personnellement de choses qui ont radicalement tout changé. Les choses qui s'appliquent pour le sport ou pour les peurs qui nécessitent ou qui impliquent la vie sont différentes que les peurs qui n'impliquent pas la vie ou les choses de tous les jours. Mais les leçons sont superposables. Ce qu'on peut apprendre dans l'un, on peut l'exploiter dans l'autre. Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que je parle trop? Non, parce que je comprends. Et tu parles pas trop, c'est normal. Non. Et je t'ai dit, de toute façon, c'est toi qui vas surtout parler. Hein. Mais... C'est sportif. C'est sportif. Et tu disais, donc tu étais dans des résidences, donc peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment des lieux, par exemple, où on veut créer un projet, échanger avec d'autres personnes d'un milieu artistique ou autre. Et après, comment tu t'es retrouvée à vraiment faire uniquement peut-être sur Paris, même arriver à vivre, à trouver un toit, c'est pas forcément évident. Non, ça l'a pas été. C'était beaucoup de patience, mais en même temps j'étais tellement passionné que c'était pas tant de la patience, c'était du kiff. Chaque instant c'était du kiff, mais parce qu'on sait quand même que trouver un appart déjà sur Paris c'est pas évident. Donc ouais, au début j'ai dormi quand même. Quand je suis parti de chez mes parents, alors mes parents vivaient dans le 91. Et moi j'ambitionnais quand même de rester pas mal à Paris parce que quand je partais gauche à droite, j'étais obligé d'aller à Paris. Et donc le trajet entre chez mes parents et Paris commençait à me tanner. Donc en fait quand j'étais dans cette période où j'allais pas trop chez mes parents, je revenais à Paris, mais je me prenais pas la tête de revenir jusqu'à chez mes parents pour le lendemain ou sur le lendemain. C'est pour ça que je ne passais plus chez eux. Du coup je restais sur Paris et là j'avais la chance d'exploiter un lieu peu commode, peu commun aussi, mais je dormais dans une machinerie d'ascenseur. Donc les trucs qui sont sur les toits, c'est des locaux pour le coup. Où il y a sur les toits, il y a des machineries d'ascenseur. Ouais, okay. T'imagines bien, tu vois la cage d'ascenseur que tu n'as pas ici chez toi. Je n'ai pas, non. La machinerie, ce qui provoque et ce qui fait en sorte que l'ascenseur fonctionne, il est au-dessus ou en dessous des fois, mais très souvent au-dessus. Et au-dessus, ce qui crée une protubérance sur le toit, une espèce de petite machinerie, une petite maisonnette en fait, dans laquelle je dormais à Place d'Italie, beaucoup. J'ai vécu ici pendant 1 an, juste au pied d'un grand bâtiment à Place d'Italie. Mais c'était au pied, sur un toit qui est bas au pied d'une des grandes tours. Et donc c'était une super période de ma vie. Là, c'était une machinerie d'ascenseur. Et c'est pas très gros du coup. C'est pas très gros, mais je dormais dans un hamac. Du coup, je pouvais accrocher dans la machinerie d'ascenseur un hamac. Il y avait des prises de courant, l'électricité. Du coup, je bossais sur mon ordinateur. Je passais toutes mes journées à sauter un peu partout, filmer. Je faisais mes montages le soir. Puis je dormais dans mon sac de couchage sur mon hamac. Et j'ai un ami qui habite à Gobelin et chez qui j'allais prendre des douches. Donc c'était une belle période. T'es resté combien de temps là-bas ? Approximativement 1 an. Mais 1 an où j'étais... C'est pas 1 an où je dormais là chaque nuit, puisque c'était juste la transition pour ne pas rentrer chez mes parents. C'est quand j'allais quelque part, que je revenais à Paris pour 3 jours, je dormais là. Et je repartais 3 jours après dans une autre aventure
non rémunéré, mais où j'allais vivre ailleurs, dans d'autres circonstances, toujours au travers du mouvement. Et donc voilà, ça a duré pendant 1 an. Personne n'a trouvé ta cachette. Personne n'a trouvé. Enfin, pendant 1 an, j'ai toujours été. Puis j'en avais plusieurs au cas où. Oui, au cas où, sait-on jamais. Voilà, puis pour changer de décor aussi, c'est pas mal. Bah oui. Voilà, Puis du coup, tu avais différentes vues sur les toits. complètement. Ouais, j'aurais jamais pensé à ça. Ouais. Le cadre est chouette. Donc, trouver un toit, c'est dur à Paris. Enfin, Dans un le toit pour contexte, vivre. non. Mais pas tant que ça, en fait. Oui, parce que toi, en fait, la serrure, tu connais pas trop. Mais pour le coup, j'ai jamais. Je pratique pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui crochettent ou qui Fermer à clé, manipulent. ouais. Moi, non, je rentre toujours. Alors, soit j'arpente les façades et tout est ouvert. Moi, j'ai l'impression que rien n'est vraiment fermé, quoi. Bah, c'est vrai qu'à Paris, puis du moins les toits de Paris sont sympathiques pour vous qui aimez vous y balader, Complètement. quoi. Ah ouais, ils sont totalement, ou du moins très plats, Voilà. suffisamment. Tu vois, dans certaines villes, c'est pas ça. C'est clair. Et puis voilà, la matière, le matériau qui est C'est du zinc, non? Ouais. Très fiable, plus que des tuiles, des ardoises ou n'importe quoi. Ça doit glisser l'hiver quand même, hein? Ça glisse, mais alors paradoxalement pas tant dû à l'eau ou à l'humidité. D'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que c'est plus adhérent quand c'est mouillé que quand c'est pas mouillé, étonnamment, le zinc. Mais en fait, c'est parce que quand c'est pas mouillé, c'est recouvert d'une poudre de pollution exceptionnellement Génial. épaisse. Et en fait, c'est ça qui est glissant, c'est que tes semelles se posent sur une surface qui est elle-même posée sur le toit, donc du coup ça peut paraître glissant. Et comme les revêtements aussi changent en fonction, ou l'aspect du zinc change en fonction du temps qu'il a été exposé aux différents éléments, c'est-à-dire la pluie, le Je vais soleil. faire physicien. Ouais, moi j'adore expliquer les choses vraiment comme ça. On adore, vraiment. Ok, tant mieux. Du coup, en fonction de l'usure du zinc, c'est vrai que ça peut être plus ou moins glissant en fonction de l'usure. Bon, anyway. Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, oui, du coup, c'est vrai que la météo est importante. Tout à Mais, fait. et maintenant, tu vis plus dans les machineries d'ascenseur? Non, maintenant j'ai trouvé un appartement, ouais, tout à fait. Enfin, ça fait longtemps tout de même. T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, c'était en 2013 ou 2000. T'avais 20 ans, quoi, à peu près. Ouais. Un truc comme ça. Je sais même pas en quelle année on est là, bientôt en 2020. C'est en 2030. Ah waouh, ça défile. Donc ouais. Donc non, maintenant j'ai même trouvé une colocation. Avant, j'ai vécu 3 ans en coloc avec mes amis très proches avec qui je pratique là, la discipline. On a monté un groupe ensemble. Et donc, Va falloir en parler, ça. avec grand plaisir. Ces gens sont formidables, donc je suis partant d'en Parce parler. que du coup, tu as un groupe essentiellement d'amis dans le parcours. Ouais. Parce que je me doute, ça a dû être compliqué aussi, vu ta pratique, etc. Peut-être de même garder contact avec peut-être des gens que tu côtoyais avant. C'est clair. Bah mes parents, je les vois qu'à Noël. C'est vrai. Ouais. Mais j'essaye de les Papa, voir de... maman. C'est clair. Mais c'est un exemple, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de vie sociale parce que je vis pas aux mêmes endroits que les gens. Mais donc du coup, ma vie sociale, c'est mes amis principalement et du groupe. Même si on a tous une vision différente de notre pratique, on pratique tous la même pratique. Ça fait beaucoup de fois pratique, mais on est tous dans le même délire d'une certaine façon. Donc c'est plus évident pour nous de rester soudés, mine de rien. Et puis le fait de fréquenter les autres aussi, c'est chiant. Parce que très souvent, t'as affaire à ce genre de remarques de ces gens, mais c'est normal. Hein. Tu te sens jugé? Non, ouais, c'est pas ça qui est le plus douloureux. Ce qui est le plus douloureux, et encore, c'est pas douloureux, c'est un mot trop fort, douleur. Hein. Mais ce qui est gênant vis-à-vis de parler aux gens, c'est que très souvent, la discussion des gens qui n'ont pas l'habitude tourne autour du danger, du risque et de la désapprobation en fait de ce que je peux faire comme vision du monde, ce que je peux avoir comme vision du monde. Et donc j'ai vécu à une certaine époque beaucoup trop de sollicitations comme ça, et où ça m'a je commençais à moi-même douter de ce que je faisais ou à penser négativement à des moments où je devais pas. Et donc c'est vrai que ça m'a distancé beaucoup des individus. Ça t'a plombé un peu? Ouais, un peu. Ça, en fait, moi-même, je commençais à douter, alors que je doute pas. Enfin, alors que le but, c'est de pas douter. Ou du monde de douter pour les bonnes raisons. Oui, exactement, tout à fait. Parce que justement, si toi-même, comme tu dis, t'arrives à avoir conscience de tes propres capacités, si ton corps doute, c'est que oui, là, t'es en danger. Exactement.
Mais là, en fait, tu doutais par procuration des autres. Ouais, carrément. Bah, à force qu'on te répète que ce que tu fais c'est dangereux, à un moment tu peux te questionner sur le Tu fait. finis de rêver que Exactement. tu te scratches. Mais ça se passe que dans les rêves, c'est exactement C'est ça. vrai? Parce que la crainte, elle n'existe pas quand tu es en condition de danger. Je veux dire, la crainte des autres, celle par procuration. Oui. Elle n'existe pas parce que. Il faut préciser, c'est vrai. Ouais. Parce que tu es présentement là et tu es conscient avec tes activités. Mais par contre, à force qu'on te répète ça, quand tu es reposé le soir et tout, même moi, quand je regarde ce que je fais, des fois je fais des vidéos et tout, que je regarde ce que j'ai fait dans un autre contexte, c'est-à-dire quand je suis pas dessus, bah moi aussi je me mets à dire que c'est dangereux ou à penser que ce que je fais est dangereux. Mais alors que c'est faux, parce que quand je l'ai fait, j'étais le plus aware possible, le plus là présent avec mon truc et j'étais très bien. Donc finalement, je pervertis mon ressenti rétrospectivement par rapport à ce que j'ai vraiment vécu une expérience fantastique, mais rétrospectivement, j'ai l'impression que ce que je fais est dangereux sous prétexte qu'on n'arrête pas de me répéter ça. Mais tout le monde doit te le dire tout le temps. Tout le temps, mais bon. Mais est-ce que maintenant t'arrives mieux à... Alors, je sais pas si tu l'as fait sans t'en rendre compte de te détacher de ces gens-là, tu vois. Mais... D'une certaine façon, oui. Ouais. Mais c'est vrai que après c'est aussi un travail à faire que j'ai sur moi, c'est pas forcément les autres. Je sais très bien que les autres interagissent. On en a tous de toute façon une question de ce que disent les autres, ça nous touche. C'est clair. Donc que ce soit touché émotionnellement ou même plus tard, quand toi t'es en train de faire ta pratique et du coup sur le moment toi tu vas dire mais non, pensez ce que vous voulez. Puis après, comme tu dis, une fois que tu te regardes, tu fais mais... Exactement. C'est un peu spécial. Ouais, mais non, du coup, je peux comprendre quand on dit parfois oui, il y en a qui restent. Par exemple, je sais pas, t'es chanteur, tu restes avec des chanteurs. Enfin, c'est très. Voilà, c'est très cliché, c'est ce que je viens de dire. Mais on pourrait se demander pourquoi ils restent qu'avec des freerunners. Ouais. Pourquoi? D'une certaine façon pour ça. Et on comprend un peu mieux. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Tant mieux là. Et donc, avec tes fameux amis, donc t'es peut-être plus en coloc avec eux. Ouais. Mais vous avez monté un groupe. Voilà. Le groupe s'est même monté en 2009. Ça fait 10 ans que cette volonté de groupe est née. Mais en 2013, on a commencé à structurer ça en association et à commencer à anticiper un avenir professionnel au travers des activités qu'on pouvait faire. Et donc on a vécu ensemble et développé les activités de notre groupe pendant 3 ans. Ouais. Et c'est actuel encore maintenant? Carrément. Oui, vous faites quoi? Le groupe s'appelle la French Freerun Family. Et on fait plein d'activités différentes au travers du mouvement de la création, production de vidéos, de contenu. On travaille avec des marques et on fait de la transmission aussi. On a monté une académie et on en travaille à Paris. Ouais, et on travaille sur l'idée d'en monter une autre. Je crois qu'elle est à Châtelet, non? Celle qui existe déjà est à Châtelet, tout à fait. En partenariat avec la mairie. C'est la mairie. On a travaillé pendant longtemps avec la mairie de Paris pour nous mettre ce lieu à disposition. Ce qu'ils voulaient injecter dans le premier arrondissement et beaucoup à Châtelet-Léal, cette espèce de culture hip-hop street qui a été là très, très présente dans le quartier à une certaine époque et qui s'est barrée quand il y a eu... quand les choses... quand Châtelet a changé de gueule en fait. Avec les travaux des trous des halles. Ouais, entre autres. Puis même bien avant c'était vraiment juste un marché en fait, c'est le Rungis de Paris. Et apparemment... Bon bref, il y a eu plein de modifications et cet esprit un peu moins sportif, enfin un peu... Pourtant c'est revenu quand même un peu en bas, exactement. Ils ont monté des lieux spécialement pour ça, entre autres notre académie, mais aussi la place, tu sais, à Châtelet dans la canopée, ils ont monté un grand lieu culturel où il y a plein de trucs pour les conférences. La médiathèque, quand tu montes, il y a plein de jeunes qui dansent tout le temps. Moi je les regarde, je trouve ça dingue. Bien sûr. Ça faisait partie de cette espèce de volonté de la mairie pendant les travaux de la rénovation de la canopée des Halles d'injecter à fond tout plein d'espace pour les sportifs, pour la culture. Vous êtes où du coup vous? On est juste en face de l'UGC. Okay. On est à côté de la piscine, Suzanne. D'accord. Voilà. Ok. Et tu t'exerces, tu donnes des cours, tu fais quoi pour dans le cadre de l'asso justement pour cette académie? Alors moi j'ai été président de l'association pendant longtemps et j'ai plus aidé à la structuration que à donner des cours. J'ai été clairement... en fait, aujourd'hui, moi j'aime bien développer des activités, mais donner des cours, c'est se cantonner à l'idée d'être présent. Et moi j'aime pas avoir un emploi du temps. Et donc du coup, je mets en place des trucs comme ça. Administratif, c'est un grand mot. Ouais, ou monter le projet, ou faire... Voilà, que de la transmission, et je garde la transmission pour plus tard quand j'aurai suffisamment appris, mais pour l'instant, si je peux aider à monter des structures pour les jeunes qui veulent apprendre, je le ferai,
mettre en place des trucs pour que les jeunes puissent progresser dans un contexte sécurisé, rassurer les parents. Parce que là, je parle de jeunes, mais bon, il y a plein de... Il y a d'autres facteurs. Voilà aussi. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est chouette, c'est une belle structure. Et c'est toi qui es allé faire toc-toc à Anne Hidalgo Non, pour, c'est Anne Hidalgo qui est venue faire toc-toc. qui est venue. Ouais, on a monté ça pendant longtemps. C'est fastidieux, C'est très vrai longue tâche, ouais, où on s'est retrouvé quand même dans des grands bureaux, mais des bureaux, j'avais jamais vu des bureaux comme ça à la mairie. Tu regardes l'appart là, mais non. Ah ouais, bah tu pourrais jamais faire entrer la table qu'il y avait dans le bureau. En fait, c'est une table ovale où quand t'étais à un bout de la table, l'autre, moi je vois pas très bien en plus. Je vois bien de près, mais dès que ça dépasse 3-4 mètres, j'ai du mal à revoir les trucs. Enfin, je vois un peu flou. Et je voyais pas distinctement les gens qui étaient à l'autre bout de la pièce, à l'autre bout de la table. Bon, voilà, c'était ce genre de réunion pendant longtemps avec des élus de la mairie et des différents représentants d'associations, de parcours, enfin de sport qu'on faisait, parce qu'on était tous. Il y a plusieurs associations qu'on mis à disposition. Ce lieu est mis à disposition de plusieurs associations. Pas les seuls. Voilà. Et là, le but c'est d'en ouvrir une autre, un peu moins au centre de Paris, mais beaucoup plus grande. Avec un complexe, on a une belle idée, un bon projet qui se monte là en ce moment. Et donc voilà, il y a plein d'ambitions de travail. T'es sur quoi d'autre comme projet ? Je sais que tu fais aussi partie d'une pièce. Ouais, carrément, c'est vrai. Qui est en tournée là. Ça fait 2 ou 3 ans que je travaille sur une pièce de théâtre. 2-3 ans peut-être ? Non, 2. Je sais plus. Je dirais Environ. 3. Ouais. Désolé, environ. On va dire 2 ans et demi. Mais je vais te dire peut-être comment ça s'appelle. C'est Léonie et Noélie. C'est ça. C'est un texte, je crois, de Nathalie Papin et c'est de Karel Prugnot. C'est mise en scène par Karel Prugnot, ouais. Ouais, je fais mes recherches. T'as bien travaillé. Ouais, parle-moi de ça, parce que ça a quand même rien à voir. Là, c'est plus dans l'ordre, entre guillemets, peut-être du freestyle, ou alors je sais pas, mais t'es quand même plus dans un cadre. Là, pour le coup, t'as un emploi du temps, si tu as des dates. C'est clair. Mais en fait, c'est une folie cette histoire. J'en suis arrivé là par, encore une fois, les rencontres. Mais je pense que c'est un bon exemple pour mettre en avant le fait que c'est les rencontres qui offrent des opportunités professionnelles, ou enfin en tout cas qui offrent des opportunités de vie. Et moi, je connais Karel parce que pendant 2 ans, avant qu'on me propose de travailler pour le théâtre, je reçois un mail d'une dénommée Ingrid Astier. Ingrid Astier est une romancière. Elle écrit des romans, elle est éditée chez Gallimard, et en plus de ça, elle est marraine de la Brigade fluviale de Paris. Tout un délire. Et donc elle m'envoie un mail et en me disant « Je suis en train d'écrire un roman au sujet d'une histoire vraie sur des cambriolages qui sont produits à Paris. » Le roman s'appelle Haute Voltige, il est sorti depuis. Et en fait, pendant 2 ans, on échangeait beaucoup par mail, mais on a pu aussi se rencontrer avec Ingrid parce qu'elle avait besoin de se nourrir d'un univers qu'elle connaissait pas, de toiture parisienne ou de façade, d'escaladeurs urbains, parce que l'histoire, c'est des Serbes qui sont cambrioleurs et vont cambrioler des appartements sans passer par la porte. Et donc, elle voulait s'imbiber de cet univers, non pas des Serbes, mais elle l'a fait aussi avec des Serbes, mais moi je ne suis pas serbe. Elle s'est imbibée de l'univers, donc on a beaucoup échangé à ce sujet-là. Et il s'avère que Karel Prugnot, la metteuse en scène, est une amie proche à Ingrid Astier. Et donc, elle m'a mis en relation avec Karel sur un spectacle qu'on avait fait pour la scène nationale de Dieppe. Et c'est là où j'ai rencontré Karel. J'ai travaillé avec Karel en tant que metteuse en scène. Elle m'a mis en scène sur un projet chouette. Autre, là, du coup. Carrément autre. C'était un projet éphémère. C'était tout azimut, un festival qui avait lieu à Dieppe pendant 1 semaine. Et suite à ça, Karel m'a proposé de rentrer sur cette proposition de pièce de théâtre. En fait, là, elle a découvert mon univers, car elle connaissait pas l'idée d'un mec qui monte sur les toits, elle découvrait pas. C'est flou, hein. Ouais. Et elle rentre de Dieppe, c'est dingue, ça peut paraître étonnant. Et elle rentre de Dieppe, et Nathalie Papin, l'auteur de Léonie et Noélie, lui a envoyé la majorité de tous ses ouvrages qu'elle a pu écrire, et en demandant à Karel de mettre en scène un de ses textes. S'en est suivi Karel qui m'appelle en me disant c'est dingue, j'ai lu un peu les trucs et puis là je vois une histoire qui traite de toiture avec un amoureux qui traîne sur les toits. Bah du coup j'ai pensé à toi et du coup c'est celui-là que je vais mettre en scène et du coup voilà, c'en est parti, période de création. On a fait le In d'Avignon avec cette pièce et après on a tourné, c'est chouette, c'est une super expérience et on continue encore en 2020, on a des dates de super expérience. Mais voilà, comme quoi
Et là, t'agis vraiment en tant que... T'as un peu une partie impro ou... Non, tout est quand même très... oui. Voilà, c'est vraiment une pièce de théâtre, du coup, mis en scène en plus. Du coup, c'est tout à fait déterminé. On joue la même chose, c'est une pièce. On est 4 sur scène, il y a 2 comédiennes et 2 acrobates. Est-ce que c'est des choses, par exemple, que tu verrais pour la suite, ça? De te voir peut-être plus dans un milieu purement artistique, en tant qu'acrobate. C'est des choses qui maintenant viennent germer dans ta tête ou pas? Maintenant que tu travailles le spectacle. Non, parce que ce qui germe dans ma tête, c'est l'idée que plus j'imagine où est-ce que je veux aller, plus je me cantonne à une chose et plus je rate les opportunités adjacentes. Mais je m'en suis rendu compte avec tout ce qu'on a pu me proposer ou tout ce que... Et j'ai pas besoin d'anticiper l'avenir, il arrive. J'ai juste besoin de vivre très profondément ce qui se passe aujourd'hui. Et tant que je vis comme ça, enfin en tout cas ma vie m'a prouvé que tout se passe bien tant que tu vis profondément ce qui se passe maintenant. Parce qu'il n'y a que maintenant. Mais après voilà, et puis je pense que si tu vis... Mais t'as toujours été comme ça? Non, vraiment pas. C'est ce que j'ai pas... Et encore une fois, je pourrais pas te dire... oui, non, je te demande pas. Hein. Mais c'est juste que... Il y en a parfois, hein. Moi je connais des amis depuis le collège... on verra demain, après-demain, enfin ils réfléchissent pas. Tu vois, ils ont toujours été un peu comme ça, à se laisser guider, voilà, sur la rivière. Ouais. Est-ce que, ça aurait pu être comme ça toi aussi, dès tout petit Non. En plus on m'a appris à anticiper, planifier, faire croire à l'école, essayer de... Enfin non, moi j'ai toujours... Ça te faisait chier. Ouais. Ouais, simplement, j'étais plus dans mon délire. Ça a tout a changé. Enfin, je veux dire... C'est un travail de longue haleine que de modifier ses perceptions. Ça, c'est notre vision du monde, tu vois. C'est quelque chose qui est très ancré, on est tous convaincus de ça. C'est nos sens qui nous disent comment c'est le monde autour de nous. Et notre savoir, Enfin, je veux dire... Je me suis perdu dans cette phrase qui était beaucoup trop longue. Ouais, mais on a compris l'idée. On a compris le principe, d'accord. Non, mais c'est vrai, enfin... Je pense que, comme tu dis, il y a... cette société qui fait que faut être organisé, faut savoir vivre aussi d'une certaine façon, et tout est aussi, tu le vois bien dans ce podcast, l'idée de montrer que tout n'est pas forcément en fait un moule, il faut rentrer dedans. Ouais. Bon, toi tu sors particulièrement du moule quand même, de toute façon, de par cette pratique qui est un peu folle aussi. Enfin, je me permets de dire ça, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui serait capable de le faire de toute façon. C'est pas comme aller courir, tu vois, on pourrait tout le monde pour dire d'aller courir. Là, manier son corps comme tu le fais, comme tu dis, il faut arriver à dépasser ce que la société t'impose. Ouais. Et t'impose de voir comme quelque chose de impossible, dangereux, bien infaisable. Tu pourras pas vivre de ça. Carrément. Ouais, beaucoup de barrières avec... Et ça, je pense que, comme tu dis, ça passe par un long travail de se dire, je peux y arriver, certes. C'est clair. Mais laissez-moi tranquille, il y a un peu ça aussi. Dans ton côté... Oui, c'est vrai. Dans l'idée, arrêtez de me rajouter des règles... Mais t'en découvres sans cesse des règles du jeu, de la société dans laquelle tu vis. Parce que rien que déjà monter sur les toits, je pense pas qu'il y ait une loi, un texte qui doit dire que c'est interdit. Non. Mais en soi, si on a envie de te dire... Enfin, c'est vrai que tu peux rien dire si quelqu'un dit « Bah non, vous êtes au-dessus de chez moi. » Là, imagine, tu serais juste au-dessus de l'appartement. Je te dis va-t'en, en soi, bah t'as pas à rester. Non, j'ai pas à rester. Mais s'en suivra un échange. Bah alors si tu me dis va-t'en, dégage et qu'il n'y a pas du tout moyen de discuter, je pars, sans souci. Oui. Mais très souvent j'essaie d'expliquer ou j'essaie de parler avec les gens. T'as déjà réussi à convaincre un peu? Mais j'ai déjà été prendre des cafés chez des gens, j'ai discuté pendant longtemps avec des mémés mais tout est très intéressant. Hein. Mais voilà, je suis là de façon tout à fait positive, en tout cas pas avec une ambition négative. Donc si je suis interpellé par quelqu'un qui est étonné, je contextualise et je lui explique ce que je fous là, quoi. Et du coup, tu traverses la fenêtre et tu vas boire des... Ça m'arrive, ouais, il y a plein d'anecdotes comme ça. C'est arrivé, ouais. Tout le monde réagit de façon... tu sais pas à quel moment tu surprends les gens. Des gens qui sont de très bonne humeur, puis il y a des gens qui sont de très mauvaise humeur. Non, mais ça va radicalement de rentre chez moi, on boit, on discute ensemble, à tu dégages, perds tes fracas, on appelle les flics, des gens qui gueulent juste pour faire chier la moitié du voisinage ou pour prouver qu'ils sont en mesure de... Je sais pas quoi. Donc ouais, j'essaie de limiter le jugement, je me barre s'il faut que je me barre, et surtout j'explique si les gens ne comprennent pas, je contextualise. Ouais, et puis du coup tu peux aussi te faire entre guillemets des amis. Complètement.
Ah, j'ai des cartes aussi. Ah bah dernièrement, c'est une voyante que j'ai rencontrée. Alors là, c'était très étonnant. C'est vrai? Ouais, je montais sur un toit, je me retrouve sur son balcon, j'avance un peu, enfin sur la barrière de son balcon. J'avance et là, je me rends compte que sa porte-fenêtre de balcon est ouverte. Du coup, Ah, t'avais pas je vu. recule en moonwalk parce que je veux pas emmerder. Je croyais qu'il y avait personne, donc la porte était fermée, donc j'ai sous-entendu qu'il y avait personne dans l'appart. Et je commence à repartir derrière et la femme arrive en disant mais alors là vous m'avez fait une peur bleue. Non seulement vous êtes sur un petit rebord et en plus j'entends des gens, j'entends parler, j'étais avec un ami en plus à ce moment-là et elle me dit j'entends des gens, j'entends parler, je crois que je deviens folle et tout. Mais elle était très sympa, et donc elle m'a filé sa carte. Je lui ai filé ma carte, je sais pas où ça va cette histoire mais en tout cas, ah oui elle m'a filé aussi elle a insisté pour me donner des boissons. Elle voulait nous donner des petites canettes à nous deux. Faut s'hydrater pendant le Ouais. parcours. Je lui ai dit non, merci, faut pas vous embêter et tout. Et elle me les a mis de force dans les mains. Très gentil. Donc voilà, ça c'est la dernière altercation. Donc, altercation Ouais, dont je ouais. me souviens. Ouais, bah en même temps, oui, moi j'imagine si quelqu'un saute sur mon balcon, C'est pas comment réagir. c'est normal, ouais, c'est clair, t'as carrément peur. Tu m'étonnes. Et après, globalement, là, t'es toujours sur tes projets aussi, peut-être même perso, avec, comme tu dis, tu crées du contenu, Ouais, complètement. peut-être pour toi déjà, et d'autres choses. Voilà, tout à fait. Pour du contenu perso et pour l'association, ouais, pour la French Friend Family, on a des objectifs à respecter de poste, enfin de fréquence de poste. Ouais, Et donc on crée du contenu ensemble. En même temps, ça nous permet de nous rassembler, donc c'est une très bonne chose. Les objectifs de fréquence nous permettent en grande partie de se voir en fait. Ça nous permet d'être ensemble, de tourner ensemble. c'est avec eux kiffer que t'as fait la vidéo Assassin's Creed ou pas? Ouais. C'est avec eux? ensemble. Ouais, c'est avec une grande partie de. Parce que j'étais assez bluffée même par cette vidéo, parce que j'en ai pas vu beaucoup où vous êtes quand même très nombreux à sauter sur les toits. Ouais, Et je trouve qu'il y a ce côté, justement, là tu dis, moi quand je fais, je prends pas de risques. ouais. Mais là, quand t'es plusieurs, c'est pas la même dimension. Il y a ce côté, il y a pas que toi en fait là qui est en Bien jeu. sûr, ouais. Donc Après- je trouve que c'est différent en fait. C'est vrai. Mais après, on a très facilement l'impression dans ce genre de montage que c'est filmé comme Non, ça. bien sûr. Mais chaque trajectoire de chaque personne a été observée. Donc en fait, on sait qu'on va pas se chevaucher. On Oui, sait non, qu'on c'est va une avoir- chorégraphie. Voilà, donc finalement ça reste quelque chose de, même si on est plusieurs sur l'écran, exactement, c'est chorégraphie. Du coup, c'est pas si il n'y a pas d'éléments perturbateurs en plus, tu vois, puisque tout le monde sait ce qu'il a à faire, tout le monde sait qu'on va Vous pas êtes rentrer dans le entraînés, clean. je suppose, Et voilà. avant. Et ensemble, on a bien l'habitude de sauter, donc c'est pas nous qui allons nous perturber entre nous, quoi. Et donc c'est avec eux que t'as monté en fait l'assaut. C'est ça, l'assaut est constitué de 13 individus, dont Atina. Atina fait partie de French Friend. D'accord. Atina qui va être l'illustratrice en fait Exactement, elle de est ton graphiste. portrait. Ah, ouais, super. Ouais, exactement, voilà, tout à Oui, fait. oui, oui. Non mais tu le sais, mais je le dis. Je croyais que tu me le disais à moi, mais j'avais oublié ce micro. Bah devant. oui, mais c'est très bien. Mais du coup, oui. Parce que... Et donc elle fait pas... Ah, mais c'est génial, ça je le savais pas. Et ben voilà, je t'apprends des choses. Et alors, je sais pas si t'as vu, je viens d'y penser, ça a gagné, il me semble, l'Oscar du documentaire Free Solo. Ouais, Tu l'as vu? malheureusement non. Ah, tu l'as pas mais vu. on n'arrête pas Mais d'en parler. t'en as... voilà. J'ai lu le bouquin de je me souviens plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus de son prénom. Harold, je sais plus, peut-être pas. Mais du coup, en tout cas, pour ceux qui savent pas, c'est le free solo. Alors peut-être que tu aurais mieux en parler que moi. Alors comment ça s'appelle en français? C'est le solo intégral. Je pense que la pratique s'appelle aussi comme ça en français. Mais en gros, c'est faire d'escalade, mais pour le coup sans aucune protection. Exactement. Et donc c'est documentaire avec Alex Honnold. Ah, Alex Honnold, voilà. Ouais, fantastique. Fantastique, je l'ai pas vu, mais Et ça fantastique. t'a déjà tenté? Non, pas Ce vraiment. type de... Au-delà, tu vois, par exemple, free solo, mais de gravir des façades montagneuses, à défaut de l'urbanisme. Si j'avais des montagnes à dispo, je pense que je monterais dessus. Maintenant, je suis plus entouré par des bâtiments, alors je vais là où je peux voir l'horizon, mais sur les bâtiments. Mais ouais, je pense que c'est une question d'environnement. Si j'étais plus à côté de la montagne, j'irais, c'est sûr. Et... Mais par contre, non, l'idée de grimper comme ça, les trucs. Parce que là, par contre, alors, moi je trouve, Ouais. il y a une énorme prise de risque. Là, il y a une grande différence. Il le sait, il Ouais. le sait que, même en montant 50 fois, donc oui, parce que ce film, donc il monte. C'est quel truc de Yosemite? Le Captain, El Captain. Bien vu.
et qui fait 1000 mètres de dénivelé. Une énorme Tout voix. va Ouais. bien. Ouais. Et là pour le coup, donc franchement, faudrait que tout le monde voit ce film parce qu'il est au-delà juste du fait, il est quand même très bien réalisé. Ouais, carrément. Parce que c'est de l'intérieur, c'est des gens, ils Ouais. interviewent aussi. On En a fait, c'est beaucoup son. parlé. Ouais, faudrait que tu le regardes. Et Ouais. en fait, donc forcément, il a pris ses potes Ouais. pour le filmer. Donc pour ça, il faut que les potes acceptent aussi, puisque ça veut dire qu'à tout moment, tu peux filmer ton pote en train de se C'est scratcher. C'est clair. Voilà. Donc ils acceptent le fait que bah ok, c'est son choix. Et ça me fait penser un peu à tout ce que tu dis que si c'est moi qui ai envie de le faire, laissez-moi le faire. Ouais, bien sûr, carrément. Bon, toi, il y a une mesure en tout cas de protection, etc. De justement, tu sais où mener en tout cas ta barque Ouais. pour pas justement avoir peur et créer des accidents. Là, il sait que même en le montant 50 fois avec un harnais, il est tombé tout le temps. Ouais, c'est un ouf. Donc sans harnais, potentiellement, Ouais. oui, en fait, jusqu'à la fin, on sait pas. Ouais, c'est clair. Ça, c'est très. Ça me parle beaucoup. Je regrette de ne pas l'avoir encore vu, ce film. Mais je comprends la démarche de vouloir se prouver par le fait de ne pas s'accrocher. On est Parce capable. que lui, il sait qu'il va mourir. Enfin, en fait, dans cette pratique-là, ils sont beaucoup morts, en Ouais. fait. Des Français, des Américains, des très grands de cette pratique. Toi, je ne sais pas, et j'espère pas que tu as connu de décès, en tout cas de proches, mais ça peut arriver. Bien sûr. Et, Désolé, non. et c'est ce qui est assez fou, c'est que lui, contrairement à toi, ok, bah si je meurs là, bah je... Il le vit bien. C'est une démarche et. Et sa un état copine en d'esprit. parle d'ailleurs. Ouais, j'imagine. D'accord. Elle en parle, et sauf que, bon bah forcément, elle lui dit, bah et si je te demandais de pas le faire, bah je le ferais. Voilà. Ouais, je pense que c'est une quête intérieure, c'est ce que voulait faire ce personnage. Mm. Je sais pas, c'est vraiment un état d'esprit. Il veut se mettre à l'épreuve à ce point-là, même si, je sais pas, mais c'est un état d'esprit. Non, moi je suis pas. Ouais. Et puis vraiment, faut bien distinguer les deux pratiques. L'idée de grimper comme ça, des façades, c'est très dur en fait, c'est très compliqué. Moi je grimpe des trucs qui sont très répétitifs et j'ai aucun mérite dans le sens où tout ce que je fais est très facile. Moi je fais pas d'escalade. Quand je fais de l'escalade en bloc ou en truc, je suis pas aussi doué que ce que je peux l'être dans un décor urbain où tout est très linéaire, très carré, toutes les prises sont les mêmes. La seule chose qui peut faire défaut à moi, c'est la non-solidité du décor. Ce qui peut arriver, et ça c'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute, mais je veux dire, le décor en soi est beaucoup trop facile dans la ville. Et un chemin qui est inaccessible, c'est un chemin où je peux pas mettre mes mains. Enfin, où je peux pas me tracter, monter correctement. Par contre, dans l'escalade, on va chercher à justement placer le corps, aller prendre du temps sur l'appareil. Il n'y a aucune volonté de C'est du rapidité. grip, beaucoup. Voilà, c'est essayer de rester dessus, accrocher, et puis d'enchaîner des positions pour supporter le poids de son corps sans en faire subir les conséquences à des muscles très précis. Dispatcher le poids du corps, même si t'es sur des espèces de petits trucs qui ressemblent à rien du tout, des gratons, des réglettes ou des espèces de prises où tu tiens juste les phalanges dessus. Ouais, c'est vrai. Bah, faut du muscle énormément, et du grip, et Et de la technique en et fait. de la concentration. Ouais. Enfin, et je pense que tu le dis très bien, il y a un côté, tu relis aussi corps, esprit, tout ça. Enfin, faut être au même endroit, au même moment. Faut pas que ton esprit divague une seule seconde, je pense, dans ces... Complètement. Et c'est pareil pour toi aussi, tu dis que c'est facile, mais je pense que c'est Mais je pense que tu... faut de la concentration. Hein. Ouais, mais quelle autre meilleure dose de concentration que de monter ta voix sans ton harnais. Alors que tu sais très bien qu'avec ton harnais t'es déjà tombé. Je pense que... Enfin, j'imagine très bien dans quel état il a pu se mettre d'accepter la mort et aussi de pensée et de concentration. T'es obligé en fait, parce que tu te contrains à le faire, tu te contrains à faire quelque chose d'extrêmement risqué. Tu as conscience que si ça marche pas, c'est fini. Du coup, tu es obligé d'être concentré. C'est grisant. Ouais, tu vois. Et il y a des choses qui, toi, t'animent aussi, autre que cette passion-là que t'as et qui, au final, te fait complètement vivre à l'heure d'aujourd'hui. On pourrait appeler ça des hobbies ou des choses comme ça, mais d'autres choses qui te plaisent, que tu fais à côté, qu'on n'aurait peut-être pas parlé. T'es pas obligé d'en avoir, hein. Il y en a. Non, si ce n'est. Non. Bah non, je fais principalement que ça. Je fais beaucoup de montage vidéo et des trucs comme ça, mais en vrai, non, c'est pas. Mais ça te plaît d'en Bien faire. sûr, Enfin, tout me plaît. Non, mais justement, Ouais, faire de la vivre me photo, plaît. Ouais. tu vois, ça peut être aussi ça, hein. C'est peut-être faire de la photo de, justement, Ouais. ta pratique.
Il y en a peut-être qui aiment être juste pris en photo par les autres. Toi, j'ai l'impression que tu te prends beaucoup aux photos aussi. Ah carrément, ouais, moi j'aime bien. Mais je suis dans une optique de création, moi je fais des choses, j'essaye de créer des trucs au travers de ma vision ou des moyens qui me sont mis dispo. Aujourd'hui on a tous un appareil photo, génial. Enfin, genre, c'est accessible à tout le monde de transposer sa vision sur des clichés ou des choses. Et donc ouais, moi c'est une chose très intéressante, mais je fais plein de trucs, et quand je fais un truc, simplement je m'y mets à fond, c'est comme si j'étais passionné par ça, quoi. Et je le fais jusqu'à ce que j'obtienne un résultat, et si le résultat me procure une satisfaction intéressante, alors je récidive. Plus j'y recommence et j'essaie de faire des T'es trucs. perfectionniste. Ah ouais, ça c'est clair. Avant de partager quelque chose, il faut que ce soit fini, quoi. Mm. C'est un peu comme... Après, je me dépossède de ce que j'ai fait une fois que c'est partagé. Mais tant que c'est encore sous mon contrôle, il faut que ce soit bien. Qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire à Simon il y a 10 ans, ou un genre de conseil aussi à quelqu'un qui peut-être comme toi, c'est pas évident, peut-être que là tu le dis avec beaucoup d'assurance parce que oui, t'as réussi, mais ça demande de la persévérance, ça demande beaucoup de travail, et je pense que t'es très humble là dans toute l'heure où on a discuté. On se rend pas compte, je pense, tout le travail qu'il y a derrière tout ce que t'as entrepris, mental et physique, hein. Voilà, ça fait déjà beaucoup. Oui, en effet. Ça peut être des idées, hein, mais ça peut être des choses aussi qui sont déjà en train d'être actées. Non, comme je t'ai dit, j'ai pas vraiment le regard fixé vers l'avenir. Donc, je sais pas trop anticiper, j'essaie de vivre ce que je T'es vis là. projeté jusqu'à où là? Ah, là, je vois vite fait ce que je fais à 16h, et après... Non, mais tu sais que tu vas mardi en Italie, tu mens. Oui, c'est vrai. Mais mardi, Italie, c'est tellement loin que... Non, mais par exemple, vraiment. Ouais. Mois prochain, tu sais ce que tu fais ou pas? Non. Non, mais vraiment, j'ai une grosse déconnexion. Hier, il va me falloir pas mal de temps pour Par que contre, je suis pareil. Ah, d'accord. Moi, je suis pareil. Pour Le passé, j'ai du mal. passé, c'est J'ai super, du d'accord. mal. Non, je m'y replonge souvent. D'accord. Mais par contre, il me faut des repères parce que C'est j'arrive pas à super. resavoir quand c'était. D'accord. Mais par l'avenir, contre, plus facilement. Le futur, moi, j'arrive beaucoup plus à me projeter. Mais toi, dans un mois, t'es où là? Non, je sais pas faire ça. Ni le passé, ni le futur, moi je... Mais tu pourras avoir des événements de bouquets. Bien sûr, mais Parce auquel cas c'est écrit dans mon agenda, ou dès que, surtout, ça je suis... Surtout dès qu'on me propose un événement, je le mets dans mon agenda. Mais je le découvre... Oui, t'as pas oublié, hein, Ouais, le rendez-vous. ouais, exactement. Mais je le redécouvre la veille, tu vois. Quand je sais le lendemain qu'est-ce que je dois faire, je redécouvre, je regarde mon emploi du temps, je fais ah, tu vois, je l'oublie complètement. Je le mets de côté, sauf parce que des fois il y a des échanges, tu dois continuellement. Moi, j'appelle ça rebooter. Rebooter, Moi, je dis que je reboote beaucoup. c'est quand tu redécouvres Bah, en une fait, nouvelle. c'est souvent tu l'utilises pour l'ordinateur. Ouais. L'ordinateur. Mon Que père tu- me dit ah, mais reboot ton ordi Ouais. et ça. Ça redémarre. Mais je ouais, pense ça. que toi tu rebootes H24. Chaque matin, je reboot. Je me réveille dans un nouveau monde et j'essaie de faire des trucs dans ma journée qui me satisfont. Et après, c'est tout. S'ils me satisfont, des choses. Qui vont me satisfaire. Ouais, ils sont durs toutes ces C'est compliqué conjugaisons. la conjugaison. C'est les conjugaisons, c'est ça, c'est chaud. Parce que oui, il faut faire ses courses, faut faire des choses, faut anticiper un peu, tu vois, parfois. Mais c'est important d'anticiper, mais à une courte échelle, plus, ou même à une grande échelle, pour anticiper des rendez-vous ou des ambitions, des objectifs ou des choses. Mais la vie en elle-même, je lui fais suffisamment confiance pour pas avoir besoin de tout planifier. Et je kiffe des fois. Si tu me dis tout à l'heure, la chose qui m'est venue à la pensée quand tu dis qu'est-ce que tu aurais dû dire à Simon d'avant, c'est de partir. Moi, j'aurais voulu lui dire de partir plus. Même aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de partir, mais pas savoir où je vais et pas savoir ce que je vais faire. Mais c'est ce que je fais déjà dans mes journées, tu vois. Quand je fais des journées où je vais escalader les toits de Paris ou les Oui, trucs comme c'est ça, une échelle géographique plus réduite, Exactement. mais je sais pas où je vais. Je marche dans les rues, il y a un rayon de soleil qui va à droite. La rue me parle plus qu'une autre, je vais par là. Et les gens rentrent chez eux, je les suis, je vais à des endroits où je ne sais pas où je vais. Dans la seconde d'après, je sais pas ce qui va se passer. Et ça, je kiffe. Et j'aimerais bien le faire à une échelle beaucoup plus vaste, aller dans des endroits où je parle pas la langue. Mais en ce moment, j'ai des objectifs un peu plus personnels, mais qui sont en dehors de la pratique. Là, je suis en train d'apprendre t'apprends quoi? l'anglais, beaucoup, parce que j'ai j'ai des sales lacunes en anglais. J'ai mis de côté à l'école, je sais pas, j'ai pas dû écouter beaucoup tout ce qui est les langues. Et je me mets à l'anglais. Et si je suis satisfait de ma méthode, que je suis en train de plutôt mettre à l'épreuve depuis 2 mois et qui fonctionne assez bien, C'est quoi cette méthode? j'ai trouvé une méthode. Simplement, j'ai des habitudes d'apprentissage qui passent par l'écoute, la lecture et l'écrit. Et donc, j'essaye d'apprendre au travers de ces 3 moyens. Mais et tout de seul, m'organiser. je veux dire. Ouais. Via Internet, hein, parce que Internet est un
putain de source de savoir de ouf. Putain, j'ai dit un gros mot, excuse-moi. Mais on s'en fout, j'en ai dit Ok. combien moi depuis le début, je pense D'accord. que... Non, je crois que c'est le premier. Ah ouais. Désolé. Bah non, bah moi j'en ai dit beaucoup, je pense. Bon, bah tant mieux alors, je suis pas le seul. Non, c'est vraiment, je dis putain parce que pour vraiment montrer à quel point c'est trop, tout est là, on n'a pas besoin de payer pour avoir accès à de l'information. Je veux dire, on a besoin de payer un forfait internet ou quelque chose, mais on n'a pas besoin d'avoir de cours ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai pu apprendre dans mes acrobaties, je l'ai appris tout seul. Donc je suis pas du tout convaincu que le savoir se propage par Ouais, des cours ou des trucs que tu dois payer par toi. Tu peux avoir Non, c'est accès plus au que savoir. les cours peuvent te permettre parfois, on n'a pas tous Internet, les applications, ils n'ont pas tous une parfois très bonne pédagogie que tu peux C'est retrouver vrai. plus chez quelqu'un qui a l'expérience, C'est vrai. qui va s'adapter à toi, qui va voir en fait où tu peut-être t'arrives mieux. C'est sûr. Et parce que je dis C'est pas moi- que tous les profs sont pédagogues. Hein. C'est sûr. C'est moins personnel Internet, c'est vrai. Mais si tu peux trouver du contenu qui est intéressant, plein de gens Après, jamais je pense que tu apprends autant qu'en parlant en avec les gens. partant. Ouais, c'est clair. Et c'est que en te mettant face au fait que Bien sûr. bah, là par contre si je n'explique pas ça, on va rien comprendre à ce que... Bien sûr. T'es Ça, jamais c'est parti comme ça dans un autre pays en mode sac à dos? Et- Non, parce que j'ai beaucoup de mal à partir pour moi-même en fait. C'est un truc pour partir C'est pour vrai mes objectifs et tout. Non, je pars quand on me propose de partir. On me dit viens bosser là, j'y vais. J'étais en Guadeloupe il y a pas longtemps pour aller faire J'étais parrain d'un festival de graffiti. Pendant 2 semaines, j'ai arpenté toute la Guadeloupe, c'était super. Mais il a fallu qu'on m'appelle pour que j'y aille. Pourtant c'est magnifique et tout. Et quand j'y suis, je me dis mais pourquoi j'ai jamais pris un avion de moi-même pour venir dans ce Ouais, genre pourquoi d'endroit? J'y arrive pas. Je suis trop connecté sur... par exemple, quand je vis ma journée là, moi je suis pas en train de planifier dans une semaine, il faut que je prenne un billet d'avion pour créer une opportunité, tu vois. Ah, Et- ça va à ce stade-là. Ah ouais, de ouf. Oui, je vis ma journée, et dans ma journée je fais intensément ce qui se passe, et intensément c'est mes activités, mes objectifs et tout. Et donc j'ai du mal à sortir en fait finalement de ma zone, et je sors que dans des contextes de professionnels où on m'appelle à faire des trucs ailleurs. Donc en fait, toi, alors à certains on va souvent dire arrête d'anticiper. Ah ouais. Alors Ah, toi moi, je en sais fait, il faudrait peut-être justement Que j'anticipe des que trucs. t'anticipes un peu plus pour peut-être te permettre de encore plus kiffer aussi l'instant présent. Bien Parce sûr. que c'est pas en réservant, en se disant bon alors début novembre je pars 2 semaines. Ouais, non, c'est sûr. Je sais pas comment, il faudrait que je structure le délire, mais en tout cas j'ai envie de partir. C'est un truc qui te donne envie ça. J'ai envie de partir sans savoir où je vais à une échelle plus grande. Ouais. Un message un peu global comme ça. Tout le monde a une route, des destinations, des objectifs personnels, donc il faut pas compter sur les autres. Je veux dire les autres, les amis, les trucs comme ça. Dans l'idéal, pour obtenir des choses ou pour aller... Moi, le truc que je dis, c'est pas... Quand je dis pas compter, l'idée c'est de ne pas attendre que les autres fassent ce que tu veux pour toi. Si tu veux quelque chose, t'as pas besoin de la validation des gens que tu apprécies. Il faut que tu le fasses par toi-même parce que les gens que tu apprécies sont eux-mêmes dans une quête personnelle où eux-mêmes ont besoin d'une validation. Donc on est tous en train d'essayer de s'auto-valider alors que ça fait rien d'avancer l'auto-validation et que la seule chose qui existe c'est maintenant tout de suite. Donc à un moment quand on prend... c'est peut-être se virer de tous ces trucs superflus qui t'empêchent de faire quelque chose. Mais ça fait partie de la peur, hein, tout ça. J'ai peur d'entreprendre par moi-même, du coup j'ai besoin de validation, exprimer mon projet à quelqu'un, avoir du soutien intellectuel, mais le seul soutien qu'on peut avoir, le soutien qui te fait faire le maximum, c'est toi-même avec ton degré d'intensité de volonté, quoi. Donc il faut simplement être... Si tu as une bonne idée, tu juges qu'elle est bonne, c'est pourquoi c'est aussi facile d'interpréter les bonnes idées des autres. Genre quand quelqu'un dit « Ah ouais, j'ai une superbe idée, c'est ça », t'es d'accord avec lui, c'est une superbe idée. Pourquoi c'est plus facile vis-à-vis des autres que vis-à-vis de ses propres idées qui coulent à l'intérieur? Bon, ok, il y a une dose d'idées impressionnante, tout le monde est traversé par plein de pensées, mais je pense que le truc le plus prédominant dans l'idée de réussir, c'est d'avoir confiance en ce qu'on fait, en ce qu'on pense. Si on pense avoir une bonne idée et qu'on pense que c'est là qu'on veut aller, même si c'est pour une journée, y aller à fond et avoir confiance à fond et à la terme de cette journée essayer de voir ce que ça t'a apporté et si c'est ce que tu veux alors ou si ça va dans le sens que tu veux alors continue et t'as besoin de la validation de personne d'autre je pense. Bon en tout cas Simon, merci beaucoup. Un plaisir. Merci d'avoir répondu présent et d'avoir partagé tout ça, de t'être livré un peu sur ton propre quart de siècle. C'était un plaisir. Merci à toi. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde.
Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. L'illustratrice donc de cet épisode est Atina Pérou. Simon et Atina en fait se sont rencontrés sur les toits de Paris puisqu'ils partagent cette même passion du freerun. Sur les réseaux, on peut voir Atina qui se montre davantage à travers des photos d'elle sur les toits, mais il faut savoir qu'elle est aussi designer graphique et illustratrice, donc de profession. C'est une façon de mêler deux univers dans ce portrait qu'elle a donc illustré de Simon avec son style sensible et minutieux. Encore merci à elle. Tout est relayé donc sur le compte Instagram Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance et rendez-vous donc lundi dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Quarts de Siècle.